Aubert et Mathieu, c'est l'histoire de deux amis, Jean-Charles Mathieu et Anthony Aubert, qui quittent la finance et la distribution pour revenir à leurs racines, à Carcassonne, et se lancer dans le vin. Mais avec une approche moderne et engagée. Pas de vigne, pas de cave, ils sont négociants et collaborent avec des vignerons partenaires pour produire des vins selon un cahier des charges très exigeant. Dans ce catch-up, puisque je les avais déjà reçus en septembre 2020, on parle de leur développement international, de financement, de pilotage en phase de forte croissance, de distribution et d'animation d'un réseau de partenaires, et surtout d'évolution sociétale autour du vin. Pourquoi on boit, comment on boit, l'impact du sans-alcool et ce que ça change pour eux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier, un catch-up que j'ai l'immense plaisir d'enregistrer avec Aubert et Mathieu, Jean-Charles Mathieu et Anthony Aubert. Et on se marre parce que je viens de... ça fait 1 heure qu'on parle et j'avais oublié, je ne savais plus qui était Jean-Charles et qui était Anthony. Ça me fait plaisir de vous revoir. On a enregistré en septembre 2022. C'est un épisode très intéressant. Vous allez vous présenter dans un quart de seconde. Et puis ensuite, on abordera les différents sujets que j'ai envie d'aborder dans cet épisode. Épisode sur le... On va parler de Pinard, donc c'est cool. On va parler de distribution, d'international, d'innovation, de croissance, de distribution, si je ne l'ai pas déjà dit, et de structuration. Vous avez fait presque un... Non, vous avez fait un x3 depuis que je vous ai reçu il y a 2 ans. Ça a des impacts sur le BFR, le financement, la croissance, l'équipe. Vous me raconterez comment ça vous a impacté. Et puis on parlera de ce qui se passe ensuite. Mais commençons par le commencement pour nos auditrices et auditeurs qui vous découvrent peut-être lors de cet épisode. Qu'est-ce que c'est Aubert et Mathieu ? Aubert et Mathieu, donc nous on a créé la société en 2019, donc ça fait un petit peu plus de 6 ans aujourd'hui qu'on a commencé. Pour la petite histoire, donc Jean-Charles travaille dans gestion, finance sur Paris pour une grande banque, et de mon côté j'étais responsable export aux États-Unis, en Asie avant, pour une marque de champagne. Un petit peu lassé de nos vies professionnelles et l'envie de faire un petit peu des choses par nous-mêmes, on a démissionné, on est revenu chez nous à Carcassonne, d'où on est originaire, où on est amis d'enfance avec Jean-Charles, avec cette idée de faire des vins, on aime bien dire, à notre sauce, moderne, innovant et engagé. Donc sur moderne, comment on produit les vins? Donc nous, on est ce qu'on appelle négociant à 100%, donc on n'a pas de vigne. Toute la production est externalisée. Donc concrètement, on travaille avec une 30aine de vignerons en Languedoc-Roussillon, à qui on donne un cahier des charges qu'on accompagne et qui produisent du vin pour nous. Ensuite, on fait nos assemblages, on fait nos cuvées, on embouteille et on va vendre ces vins sous notre marque, donc Aubert et Mathieu. Et on a décidé d'avoir une identité de marque assez forte et différenciante, notamment visuellement. Donc je vous invite à aller voir nos étiquettes. Aubert et Mathieu avec un seul t.com pour aller voir le site et les bouteilles. C'est ça. Donc une identité de marque assez forte et différenciante. Un branding pareil, fort et différenciant. Et parler du vin un petit peu différemment. Essayer de le désacraliser tout en gardant son caractère traditionnel et un petit peu terroir, on peut dire, mais l'adapter au monde d'aujourd'hui. Comment C'est une boisson millénaire, on en parle encore ce matin avec Jean-Charles, c'est une boisson millénaire. Multimillénaire. On ne va pas réinventer le goût du vin, on peut modifier, faire des changements, mais c'est plutôt la façon dont on va le présenter, dont on va le vendre qui va permettre de se différencier. Donc on en parle plus modestement. Pour nous, le vin, c'est quelque chose qui se partage, qui est vraiment simple et accessible. Une communication impactante, utiliser les réseaux sociaux, les influenceurs, tout ce genre de choses. Et l'innovation, donc pour nous, l'innovation, c'est repousser les limites du vin. Donc, on en parlera plus tard, mais on fait du vin pétillant sans alcool, on a eu fait du vin avec ChatGPT, on a eu fait de la bière avec la brasserie Gallia, on a eu fait des NFT avec le vin, on fait du rouge à boire frais, voilà. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, mais on aime bien s'amuser, repousser un peu les limites. Et ensuite, le côté engagé chez Aubert et Mathieu, c'est... Déjà, on est labellisé Bicorp depuis 1 an et demi maintenant, donc on n'est pas beaucoup dans le monde du vin en France à avoir ce label, la RSE. 80% de la production est bio. On essaye d'être le plus neutre en carbone possible, donc on fait notre bilan tous les ans et on compense nos émissions. Voilà, l'idée, on n'est pas parfait niveau écologie, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est vraiment ça le message. Écoute, chaque effort compte. Il y avait aussi alors je ne sais pas si c'était un positionnement, mais il y avait une spécialisation sur les vins d'altitude. Ouais, exactement, nous ça c'est pour le goût du vin, on essaie d'avoir des vins plutôt frais, plutôt digestes, c'est vraiment ça l'identité de nos vins. L'idée c'est que souvent dans le sud de la France, il fait quand même assez chaud, les vins peuvent être... On a une image qui colle de vin un petit peu lourd, un petit peu pâteux.
ça change. Et une des techniques pour changer ça, c'est être en altitude. Ça permet d'avoir des vins beaucoup plus frais, plus digestes. C'est vraiment une de nos forces. Et avoir des vins sur le fruit très croquants, très accessibles. Nous, notre positionnement chez le caviste en rayon, on est entre 10 et 20, 25 euros. Voilà. Donc on est vraiment en cœur de marché, on est sur le premium plus, on va dire. On est sur du premium plus à 10-25 euros, entre 10 et 25 dans le monde du vin. Sur le Languedoc. Ça, c'est en sell-in ou sell-out? En sell-out. Ok, donc prix final client. Prix final client. En Languedoc. En Languedoc, ouais. En Languedoc. On sera en Bourgogne, on sera en entrée de gamme. Voilà. 650 000 euros que vous aviez fait l'année avant l'enregistrement, puis 1,5, 1,6, 2,1 cette année. Enfin, c'est l'année 2024. On est déjà en mars, il faut que j'arrête de me croire en 2024. 2 millions 100 donc en 2024, et vous visez un 3 millions. C'est tout ce que je vous souhaite en 2025. Vous me disiez que ce début d'année, donc on enregistre, si vous l'écoutez plus tard dans l'année, mi-mars, ça sortira dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Ça sortira en mars. On enregistre mi-mars et il y a 15 jours ou une semaine, je sais plus, Trump a annoncé 200% de droits de douane sur les États-Unis. L'international chez vous, ça pèse 70%, si je dis pas de bêtises. Exact. On est depuis aussi 3 ans, enfin il y a une accélération parce qu'on en parle depuis longtemps, mais vers le bio, potentiellement le sans-alcool, enfin il y a des évolutions sociétales. L'alcool, on en boit aussi un peu moins, ou en tout cas, il est peut-être moins tendance chez les jeunes. Il y a eu ces mimes et ces buzz autour des... Comment ça s'appelle les cocktails... les barman qui font du sans-alcool. Il y a eu un... Les sobreliers. Les sobreliers, pardon, voilà. Pardon, je me marre, mais c'est très bien. Cette évolution de la société, puis on viendra sur le marché ensuite, elle vous impacte d'une manière ou d'une autre? Effectivement. Alors, enchanté de revenir, Laurent. Oui, pardon, je t'ai pas laissé parole. Merci. Non, mais merci pour l'invitation. Effectivement, depuis 3 ans, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance structurelle de baisse de la consommation. Alors, la couleur qui a subi la plus grande conséquence, c'est le vin rouge. Mais alors, tu m'as dit ça quand on préparait l'épisode, mais pourquoi? Mais je pense qu'il y a un effet réchauffement climatique et les gens veulent boire de plus en plus frais. Et le rouge, malheureusement, c'est plutôt une boisson quand même d'hiver, de saison, avec des plats assez chauds. Donc je pense que c'est statistique, c'est la couleur qui souffre le plus dans la vente de vin, au détriment du blanc et du rosé. Donc ça, c'est un premier impact. Les nouvelles générations, je pense, boivent moins, mais mieux. Et il y a aussi une difficulté d'accès au monde du vin, contrairement au monde des cocktails, comme tu disais, des spiritueux, qui facilitent cet univers, cette communication par le mieux, entre guillemets, aux jeunes. Donc ça, c'est la tendance un peu structurelle. Nous, ce qu'on a fait depuis 1 an, c'est qu'on a lancé une boisson sans alcool. Et c'est vrai que on n'a jamais vu des démarrages comme ça sur le lancement de produits. Alors, tu as dit on a lancé une boisson sans alcool. Tu n'as pas dit vin. Si, c'est du vin. Tu dis du jus, vin, boisson, c'est quoi? On a la DGCCRF qui est venue un paquet de fois au bureau. C'est encore opaque comme milieu. La Direction Générale de la Répression de la Concurrence et des fraudes. Légalement, c'est une boisson... C'est une boisson à base de vin. Désalcoolisé, aromatisé et gazéifié. Voilà. C'est vraiment le nom. Ça, c'est légal. Allez, boisson, refais-la-moi. Boisson à base de vin désalcoolisé, aromatisé et gazéifié. Ok. Voilà, donc c'est un petit peu lourd. Mais c'est un vin mousseux. Voilà, c'est ça. C'est un vin sans alcool pétillant. Clairement. Comment on fait du vin sans alcool? Alors, c'est une base de vin classique, ou du moins qui a été vinifiée pour correspondre aux caractéristiques d'un vin sans alcool qu'on veut faire. Donc souvent on a des acidités assez élevées et des vins assez concentrés. Donc nous, il y a plusieurs techniques, mais nous on utilise la technique de la distillation sous vide. Donc pour schématiser, on prend le vin, on le chauffe à 37-38 degrés pendant quelques heures et naturellement l'alcool va s'évaporer. Donc, mais sans perdre son... Alors la difficulté, c'est que quand l'alcool s'évapore, il emporte tous les composés aromatiques. Donc à la fin, on obtient un vin désalcoolisé qui n'a pas beaucoup de goût, faut dire ce qui est. Donc, ce qu'on fait, c'est que la technologie nous permet de capter ces arômes durant l'évaporation, de les réinjecter. On fait ça. Et ensuite... Donc le goût et au nez... au goût et au nez, il aura les arômes d'origine. Il s'en rapproche, on a quand même quelques pertes, il s'en rapproche. C'est pas un ajout externe, je veux dire. Alors nous, ce qu'on fait, il y a différentes techniques. Nous, ce qu'on a fait, notre objectif, c'était de faire un produit, une boisson qui soit vraiment agréable à boire et qui soit bonne. Il y a un petit peu de tout, c'est quand même un marché assez naissant. Nous, on a décidé de réaromatiser avec des arômes naturels pour avoir une boisson qui soit bonne, et on édulcore un petit peu avec du jus de raisin pour avoir un petit côté sucre. Rajouter du sucre. Ajouter un petit peu de sucre, donc okay. C'est du jus de raisin.
qui apporte ce côté sucrant. Et on a choisi de faire du pétillant, donc on gazéifie pour avoir quelque chose qui soit agréable à boire. Et jusque-là, je touche du bois, 99% des gens qui ont goûté notre boisson nous disent c'est un des meilleurs vins pétillants sans alcool qu'on ait jamais goûté. Voilà, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais c'est la réalité, ce qu'on nous dit, et je pense que c'est pour ça que c'est un succès. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer, en fait, c'est comme une bière sans bulle, c'est pas très bon. Donc le vin tranquille sans alcool, on est dans cette logique-là. Nous, on a choisi d'aller faire le vin tranquille, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec c'est du vin non pétillant. C'est ça. Exactement. Donc voilà, démarrage assez fort sur ce vin pétillant sans alcool. Par une demande marché, une demande de la distribution. Ça fait partie de nos valeurs, c'est-à-dire que test. Ouais, on aime bien l'innovation. C'est un secteur qui est en émergence, donc il y avait beaucoup de tests. Nous, on a pris un parti pris, c'est de faire du vin pétillant et pas de faire du vin tranquille, mais on avait envie de tester le marché et très rapidement, on a eu des très bons retours. Donc, on a commencé avec un vin pétillant rosé. Et en fait, on a décliné, on a fait un vin pétillant blanc. Donc aujourd'hui, il y a un effet de gamme. Mais c'est vrai qu'on a eu de très bons retours. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est 5 fois moins sucré qu'un soda. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que aujourd'hui, il y a quand même une culture du bien-être, de prendre soin de son corps. Et les gens qui ne boivent pas d'alcool en soirée ne sont pas forcément des gens qui ne boivent jamais d'alcool. Mais ça peut être des gens qui préparent un événement sportif, qui n'ont pas envie ou qui respectent une période. Il y a la période du Dry January qui fait des buzz chaque année. Même maintenant, il y a le Sober October. Enfin, voilà. Donc les gens préparent leur corps à des périodes de fête et donc ont envie de faire comme les autres, ont envie d'avoir cette action sociale, de partager quelque chose, de faire de chiner, mais ils n'ont pas envie de chiner au coca. Donc en fait, faire chine, pardon. Ouais, tout à fait. Non, ça me va. Il s'appelle Kisume, si vous cherchez sur le site Kisume, mais vous le trouvez dans nos vins et boissons et sans alcool. Et il est en rupture de stock pour le rosé. Je vous ai dit que j'étais allé au restaurant il y a quelques semaines et que j'avais demandé ça au serveur et qu'il m'a dit non, on n'a pas ça ici, en me regardant un peu de haut et qu'en fait voilà. Mais je me fais souvent la réflexion, moi j'aime bien le vin, j'aime bien les bons vins. J'imagine qu'on peut faire des bons vins sans alcool, mais je bois plus à midi. Ça fait 20 ans que j'ai pas bu à midi en semaine. Hors vacances, on n'est pas de conditions. Et je t'avoue que de temps en temps, un verre de vin, ça me ferait plaisir parce que j'aime bien ça, mais je le fais pas parce que justement à cause de l'alcool. Donc je comprends l'attrait qu'il peut y avoir. Pourquoi ce succès? Aujourd'hui, je pense qu'il faut le voir comme un produit complémentaire et pas un produit concurrentiel. Voilà. Et donc ça vient en complémentarité de la personne qui va boire du vin à midi. Mais à côté, la personne comme toi, elle peut avoir des meetings toute l'après-midi et elle n'a pas envie de prendre un verre de vin, mais elle a envie aussi de se faire plaisir ou de complimenter son plat avec Exactement. Un jus qui va avec. Les vignerons, parce que vous êtes négociant, les vignerons, ils ont leur mot à dire ou pas? Alors nous, la façon dont on travaille avec eux, c'est qu'on donne un cahier des charges et ils produisent les vins en fonction de ce qu'on leur demande, donc on est assez autonome par rapport à ça. Je dis souvent qu'en fait, on fait nos vins, mais on n'est juste pas propriétaire du vignoble et des outils de vinification. Ok. Donc c'est vraiment... En gros, ils n'ont pas leur mot à dire. Et il y en a qui vous ont dit quelque chose, ils savent ce qui se passe ensuite, mais par rapport au sans-alcool et à la tradition et au terroir. Alors le monde du vin, tu l'as dit, est très traditionnel. Donc ça, vous ouvrez LinkedIn, il y a un post toutes les secondes sur le sans-alcool, c'est bien ou c'est pas bien. On sent qu'il y a un clivage en fait. Et nous, on fait partie des personnes qui disent c'est un produit qui est complémentaire et c'est pas concurrent du vin traditionnel. Et pour autant, nous, notre réflexe premier quand c'est sorti et qu'on a goûté des vins tranquilles, on avait un peu notre réflexe reptilien en disant non mais jamais on en fera. Et après, on s'est dit en fait, faut être un peu moins bête qu'avoir la réaction de base et se dire est-ce qu'aujourd'hui on ne parle qu'à des gens qui suivent une croyance ou des femmes enceintes, ou est-ce que c'est un produit qui peut toucher d'autres personnes? Et voilà. Et on est allé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boissons énergisantes avec, notamment pour les sportifs ou ça. Alors, il y a personne qui a réussi à fusionner la boisson sans alcool et les boissons vitaminées pour prendre soin de son corps. Mais grosso modo, voilà, je pense que on essaye de s'ouvrir, de se dire voilà, il faut sortir un peu des réflexions de base et se dire est-ce que ça peut toucher un marché? On a fait un test et il se trouve que ça parle à beaucoup de monde
Donc, Et donc pour l'instant c'est du pétillant, vous allez aller sur du tranquille? Alors on nous le demande, nos clients nous le demandent d'élargir la gamme. Aujourd'hui on s'y refuse car on a goûté, je pense, tout ce qui est possible et inimaginable sur le marché et on fait nos propres tests. On n'est jamais arrivé à faire quelque chose de satisfaisant. Voilà, en tout cas qui correspond à nos standards à nous. Donc on ne veut pas y aller. Donc, on nous a aussi reproché à une période d'être un petit peu opportuniste, avec enfin, du sans alcool parce qu'il y a une tendance. Pourquoi pas? Pour moi, c'est pas une tendance, c'est vraiment une lame de fond, la tendance sans alcool. Et c'est motivé. C'est plus fort qu'une tendance, tu veux dire? Oui, c'est plus fort qu'une tendance. Et c'est motivé par cette tendance celle-ci. En fait, tout le monde essaie de faire attention à soi. Ça va avec, je pense. Je pense qu'on va aller dans ce sens. Mais par contre, le dernier point, juste. Vas-y. Je pense que comme à un moment sur les NFT, il y a eu un énorme buzz sur le sans-alcool, et il y a eu des caves sans alcool et tout ça. Et je pense que dans les prochaines années, ça va tendre à se rationaliser. Et il va y avoir des corners plutôt sans alcool dans des caves. Plutôt. Enfin, je ne sais pas si le sans-alcool en lui-même réussira à vivre seul. Ou il viendra en complément de la cave. Donc voilà, donc ça c'est en termes de distribution sur les années futures. Mais parce que, enfin, je ne sais pas quel est le taux de rétention de la personne qui a goûté un gin sans alcool et qui va y revenir. Voilà. Est-ce que c'est des clients fidèles qui vraiment ne boivent plus, ou est-ce qu'ils passent à 100% sur le sans-alcool, ou est-ce qu'ils ont fait un test? Voilà, ça c'est les questions que le marché va nous dire sur les prochaines années. Intéressant, ça ouvre de nouvelles verticales en fait sur le vin. Tu avais le blanc, le rouge, le champagne, et puis tu auras le sans alcool. Je pense que ça va s'ouvrir comme ça. Ouais. Ok, intéressant. Et même on voit dans les restaurants de haut niveau, hein, de 2-3 étoiles, tout ce genre de choses, il y a une carte sans alcool maintenant qui n'est pas forcément du vin désalcoolisé ou de la bière désalcoolisée. Ils font des sortes de thé, des infusions, des choses comme ça. En fait, le sans alcool, c'est pas que le vin sans alcool, il y a vraiment beaucoup de choses. On parle souvent de sans alcool pour adultes, parce que bon, pas du coca et du Fanta, mais c'est quelque chose qui est en pleine émergence et on voit beaucoup d'acteurs qui arrivent sur le marché. Je sais pas si tout le monde survivra, parce que la taille du marché est quand même relativement petite, il faut dire ce qu'est. Nous aujourd'hui on a pris les places parce qu'on fait partie des premiers arrivés, mais on sent que ça commence à saturer quand même. Alors le marché n'est pas si grand en France, mais à l'international il y a quand même une grosse demande, avec des vins californiens, chiliens, argentins, asiatiques, ça existe, je sais pas, certainement sur ce marché. Et vous, l'international a pas mal augmenté depuis qu'on s'est parlé, et pèse aujourd'hui 70% du chiffre. C'est ça, 70% du chiffre est fait à l'étranger. Nos principaux marchés sont le Canada, et notamment le Québec, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Europe de manière générale. Après, on est dans une quarantaine de pays, donc on est un petit peu partout, de la Colombie jusqu'au Japon, les US, la Thaïlande. Les US, à vérifier, mais on est moins de 5% du chiffre d'affaires. Ça fait quoi? Ça fait 150 000 euros sur les 3 millions que vous visez cette année, c'est ça? Oui. Ouais, okay. Ouais, on est moins. Donc vous n'êtes pas impacté par les 200% de droits de douane Non, et dans tous les cas, ce n'est pas nos produits qui seront les plus impactés. Quand vous mettez 200% de droits de douane, vous êtes impacté sur le champagne, ou que le distributeur va toucher déjà à 50-60$ la bouteille et qui va devoir revendre $200 aux clients. Nous, on est sur un marché où les prix sont pas aussi importants que dans certaines régions. Donc je pense qu'on ne va pas être les plus impactés. Donc, j'ai eu une réflexion récemment, nous, chez Cosa Vostra, donc c'est mon agence, on aide les marques à bien se raconter pour mieux se vendre. On a, je pense, 2/3 de nos chiffres qui est en France et 1/3 à l'étranger. Vous, c'est l'inverse. 2/3 à l'étranger, 1/3 en France. Et je me faisais la réflexion au début d'année que d'avoir une répartition plus importante et plus équilibrée à l'international dans des moments où l'économie dans un pays plonge, ça a été assez dur en France, hein, pour pas mal de monde ces derniers trimestres. C'était assez confortable. Et vous me disiez, alors hors micro, mais que vous aviez connu une croissance de 60% en début d'année? On a eu la chance effectivement d'être dans le classement des Échos, des 500 sociétés les champions de la croissance. Donc on est 43e cette année. Donc on a un taux de croissance, je crois, sur les 3 dernières années de 450%. Donc bon, effectivement, c'est super. On fait pas ça pour ça, mais ça fait toujours plaisir. Mais le début d'année était plutôt positif, tu me dis. Et voilà. Et nous, on arrive à avoir un début d'année positif avec. Dans un secteur qui souffre. Dans un secteur qui souffre, parce que bon, là, on a parlé des tendances. Donc il y a une tendance structurelle de baisse de la consommation. Ça, c'est la première partie. Et il y a une autre tendance où il y a des problèmes climatiques, notamment dans notre région. Il y a des gros problèmes de sécheresse. Et en fait, si tu veux, la façon dont fonctionne un vignoble, c'est que tu as un rendement par hectare.
Et par rapport aux conditions météorologiques, le rendement en ce moment n'est pas du tout bon ou n'est pas au niveau où il devrait être. Donc en général, ces deux crises, crise de la consommation et crise de production, elles se chevauchaient, mais elles n'étaient jamais en même temps. Là, les deux arrivent en même temps, ce qui fait que le monde viticole souffre particulièrement. Et en plus, il y a une troisième crise, qui est la crise géopolitique, avec effectivement des droits de douane qui tendent à augmenter, parce qu'au minimum, ça sera 25%. Au minimum, ce sera 25%, ouais. Mais du coup, comment est-ce que tu expliques, vous, que vous connaissiez un bon début d'année, ou un bon dernier trimestre, on va dire, dans un secteur qui souffre? Est-ce qu'il est porté par l'international? Est-ce qu'il est porté par la France? Nous, je pense que déjà, la philosophie dans l'équipe, c'est... On parle tout le temps de crise viticole. Nous, on le voit plus comme une transformation du marché avec des évolutions et essayer de les suivre, comme cette tendance du sans-alcool, avoir des nouveaux packaging, des étiquettes différentes, raconter une histoire un petit peu différente. Je pense que ça fait partie des arguments qui font qu'on se différencie et qu'on arrive à exister. Et la taille du marché, elle diminue tous les ans dans le monde du vin. Donc nous, en fait, on prend des parts de marché. Il ne s'en crée pas du marché. Et petit à petit, on grappille partout. Alors, on grappille parce que on a des valeurs fortes. Notamment, Anthony l'a dit tout à l'heure, sur l'engagement. Je crois qu'on est moins de 10 acteurs du vin à être labellisés Bicorp. On a été dans les premiers. Comme la neutralité carbone, quand on était venu en 2022, on était dans les premiers. Et en fait, c'est pas juste des effets d'annonce, mais c'est se dire, si aujourd'hui, on coche pas ces cases pour expliquer comment nous, on travaille, pour inciter les nouvelles générations à découvrir le vin, en fait, ils viennent plus, ils vont sur autre chose. Et donc, il faut faire ce travail qui est hyper compliqué quand on a la tête dans le guidon, 100% dans la vigne, et on le sait, parce que nous, on en parle au quotidien, parce que c'est vraiment un travail de marketing, de recherche de clients, et digital, être au courant de ce qui se passe sur le digital, les nouvelles tendances sur les réseaux sociaux. Là maintenant, Instagram, c'est plus compliqué, TikTok prend bon, voilà, ça va tellement vite aujourd'hui que c'est compliqué de partout. Ferme sur ses appuis et ses valeurs, à l'écoute du marché, innovant, c'est ce qui vous permet de croître. Et juste pour répondre à ma question, c'est égal en fonction des zones, c'est porté plus par l'international que par la France? Non, je sais partout. On est en croissance partout. On est en croissance partout. Et on est... Non mais j'arrête de creuser, très bien. C'est assez fou. Comment vous gérez la distribution à l'étranger? Alors l'étranger, donc sur une quarantaine de pays, il y a certains pays, notamment en Europe, où c'est un peu comme la France, où on raisonne par région. On essaie d'avoir un acteur, par exemple, je prends l'Allemagne, on a 5 acteurs qui quadrillent le pays. Et après, on a aux États-Unis, c'est pareil. Et on a des pays comme le Royaume-Uni, on a un interlocuteur, un gros distributeur qui va couvrir l'ensemble du pays. Donc c'est comme ça que c'est géré. Sur ces pays comme le Royaume-Uni, avec un seul intermédiaire, qui a souvent une force de vente d'une 60aine ou 80 commerciaux, nous, on va les accompagner. On y va 1 ou 2 fois par an, faire des tournées, rencontrer les clients, mettre en place des deals avec les clients finaux. On les reçoit aussi à Carcassonne. On les reçoit chez nous. On va faire de la formation, les sensibiliser à ce qu'on fait. C'est ça. On va faire du cheval dans les corbières, du rafting, des choses comme ça. L'idée, c'est de créer un relationnel fort avec ces personnes qui vont relayer nos valeurs ensuite dans leur pays. Donc voilà comment ça fonctionne. Et après, un de nos plus gros clients qui est au Québec, là, c'est un monopole d'État. On s'appelle la SAQ. En fait, il n'y a qu'un seul intermédiaire pour vendre du vin sur l'État. Donc ça fonctionne comme ça. On m'a déjà dit ça et je m'en étais étonné. Effectivement, un seul intermédiaire pour les producteurs locaux et internationaux. Tout ce qui est... Tu veux vendre du vin, tu passes par de l'alcool, tu passes par la SAQ. Exactement. C'est obligé. Et donc, tu as quand même une relation et un rôle d'animation, comme tu l'aurais avec un agent ou un distributeur? Il faut donner du budget. Voilà. Non, c'est très compliqué. En fait, ça passe par des agences. Il y a... Je crois qu'il y a plus de 1000, plus de 300 agences. Et l'agence va organiser des actions marketing dans les boutiques de la SAQ. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux que ton vin blanc soit mis en avant dans un frigo, tu vas mettre du budget pour que ton vin blanc soit dans le frigo. Et donc, du coup, le consommateur a plus tendance à ouvrir le frigo et servir frais. Voilà. Donc, tu as plein d'actions commerciales. Par exemple, tu as des actions commerciales sur des lancements de produits. On vient de faire un lancement de produit sur un Palooza rouge. Il y a un gros budget et ça t'assure d'être dans au minimum la moitié des boutiques SAQ du Québec. Donc voilà. Donc en fait, c'est plein d'actions commerciales qu'on fait. Ça pèse combien le Canada? Chez nous, on est à un peu moins de 20% du chiffre d'affaires.
Ouais, donc même 600 C'est quand même 5 clients, Ouais. voilà. Si tous sont tous, c'est clairement on en est Si là. tous sont tous. La SAQ, si la SAQ, tous sont tous. Non, c'est ça. Et l'international, dans l'autre sens, je me posais la question, mais vous êtes pour l'instant négociant de vin du Languedoc. Est-ce que vous avez réfléchi Est-ce que ça fait partie Est-ce que l'idée est venue d'acheter du vin ailleurs On a fait. Enfin, d'acheter du vin, pardon, du raisin ou du... On est sorti une fois du Languedoc, on est allé en Provence faire du rosé. Côte de Provence, c'est une cuvée dédiée à notre client anglais. Un succès à demi-teinte, qu'on n'a pas forcément réitéré. Mais des fois, il y a certaines appellations, certaines régions qui sont très porteuses, notamment dans les bulles, le Prosecco par exemple, qui est dans le nord de l'Italie. Pourquoi pas faire un Prosecco Aubert et Mathieu? Presque c'est dans nos valeurs de sortir de notre région. On est quand même attaché à cette image sud de la France. J'entends. Et faire venir des baies de Californie pour en faire un vin ici, ça colle pas non plus avec Voilà. le bicorp et les valeurs. Faire attention. Ouais, je comprends. Il y a de très belles bulles à Limoux. Et ok pour l'international. Revenons sur la France, qui est quand même un tiers du business. Vous fonctionnez avec une vingtaine d'agents commerciaux. Racontez-moi juste où est-ce qu'on peut acheter des vins Aubert et Mathieu. Alors, notre réseau, c'est principalement ce qu'on appelle le CHR, cave, hôtel, café, hôtel, restaurant, excuse-moi. Enfin, pardon, ça aurait pu être cave Ouais. d'ailleurs, Ouais. dans le vin. Mais... Et le trad qui est les caves. Et les caves, ok. Donc, nous, on ne travaille pas du tout avec la grande distribution. Aujourd'hui, on a une vingtaine de... C'est un choix ou c'est une fatalité ou c'est une contrainte? Pourquoi vous ne travaillez pas avec la grande distribution? Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas calibré pour travailler avec la grande distribution. Peut-être qu'un jour, on y viendra, mais notre volonté à ce jour, c'est pas de travailler avec la grande distribution parce que je pense qu'on n'est pas... On n'a pas la taille et on n'a pas envie de rentrer dans des négociations ou dans des rapports de force qu'aujourd'hui on n'a pas. Puis on est dans une logique de plutôt valoriser que faire des volumes aujourd'hui. C'est vraiment ça qui nous tient en haleine. On peut parler de nombre de bouteilles d'ailleurs, pour me donner un ordre de grandeur. 3 millions, ça fait quoi de combien de Quasiment. bouteilles? L'année dernière, donc on a fait 2,1 millions de chiffre d'affaires pour environ un peu moins de 500 000 bouteilles vendues. Oui, ok. Voilà. Donc j'imagine que aller parler à la grande distrie, ça change tout de suite. Les volumes explosent. Les volumes s'envoleraient. Mais après, comme dit Anthony, c'est-à-dire que... Qualité plutôt que quantité. Voilà, ça se fait en général au Valorisation détriment du terroir, ok. de la qualité. Donc voilà, donc aujourd'hui la France elle est maillée avec une vingtaine d'agents, donc on a une directrice commerciale qui gère les agents qui ont en général un territoire donné, donc ils ont une exclusivité ou pas dans les grandes villes sur un territoire, et l'agent a pour but de dynamiser et d'aller trouver des clients. Voilà. Et dans votre verticale, dans votre secteur, l'agent, c'est le même rôle, c'est le même métier que dans d'autres. On a souvent abordé le sujet de l'agent commercial. On a fait une série spéciale d'ailleurs sur le retail avec Michael Weiss de chez Ipart qui est hyper intéressante. Mais l'agent commercial dans le vin, c'est le même agent commercial que le même métier, quoi. Et les mêmes contraintes, les mêmes engagements, le même. Ok. C'est la même chose. Comment est-ce qu'on trouve un bon agent commercial Je vous vois sourire. Si tu as la recette, je la prends. Ok. Non, nous, on va dire qu'en général, le mix, le portefeuille agent, il y a un tiers qui est très bon, un tiers qui vivote un peu, et un tiers, demain ils sont plus là, on ne le sent pas. Donc c'est toujours assez difficile. Donc, ils écouteront ce podcast, tu crois que... Je sais pas, j'espère pas. Non. On a toujours du mal à trouver la recette, à comment les dynamiser, parce qu'il n'y a pas de relation de hiérarchie en fait avec son agent commercial, donc il faut quand même prendre des pincettes. Nous on considère que c'est des gens qui font partie de l'équipe, donc ils sont au courant de tout, des chiffres, de nos problèmes, ce qui va bien, ce qui va pas, ils sont au courant. Mais on sent très vite les gens avec qui ça... Quand on teste un agent, on sent très vite si ça va le faire ou ça va pas le faire. Et en fait, au début, on disait oui à tout le monde, on signait des contrats, décider ça. Aujourd'hui, avant de nous faire signer un contrat, il va falloir montrer patte blanche et nous montrer que vous avez envie de défendre et d'aller vendre du Aubert et Mathieu. Donc c'est comme ça qu'on fait. Raconte-moi comment tu le sélectionnes justement. Au début, c'est comment montrer patte blanche. Il y a beaucoup de bouche à oreille où les agents se connaissent entre eux. Souvent, ils vont distribuer des marques, ils se retrouvent en séminaire, ils se connaissent entre eux, donc ils recommandent, ils vont dire ah regarde, j'ai rentré ça Aubert et Mathieu, ça marche super bien. Donc ils vont nous contacter. Souvent, ils nous contactent. Et en fonction du portefeuille de marque qu'ils ont, tu peux voir si l'agent est performant ou pas. L'agent doit être adapté aussi à ce que tu vends. Il y a des agents qui vont être spécialisés un petit peu vin nature, très niche. Il y en a qui vont être plus sur des grosses marques, d'autres sur des vins de copé à faire des volumes, enfin différentes choses. Donc, il faut trouver... vins coopératives. Ouais. Donc il faut trouver la bonne personne qui vous corresponde, qui ait les mêmes valeurs que vous.
Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des gens souvent de notre génération, nous on a 34 ans, avec qui ça colle le mieux, parce qu'ils incarnent aussi la marque en fait. Nous on dit souvent on fait du vin pour les millénials et la génération Z. On fait aussi pour tout le monde. Mais c'est souvent avec ces gens-là que ça fonctionne le mieux par expérience. Ok, donc une vingtaine d'agents commerciaux sur la France. C'est ça, ils représentent à peu près 35% du CA sur la France, et ensuite c'est du direct, qu'on fait avec des grossistes ou voilà, avec des cavistes. On a plus de 500 clients en France, on gère en direct, des grossistes distributeurs. Par exemple, tu as reçu Loïc des Grappes il y a pas très longtemps. Loïc Tanguy, super épisode des Grappes. Exactement. Qu'on salue, que vous voyez ce soir d'ailleurs. Avec qui vous travaillez. Exactement, et voilà, ça fait partie de nos distributeurs sur Paris et l'ensemble de la France. On en a pas mal comme ça. Ok. Et après, on arrive à travailler, depuis 2 ans, on arrive à travailler avec des sociétés qui sont des groupes, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont un réseau de restaurants. Donc, je vais en citer quelques-uns. Il y a Nouvelle Garde. Là, récemment, on a travaillé avec les halles Biltoki, donc qui font des halles dans beaucoup de villes en France. Et c'est vrai qu'on... Je crois que c'était un prénom et un nom de famille. Les Halles Biltoki. Non. Les Halles Biltoki. Ouais, okay. À la base, ils viennent d'Anglet. C'est pour ça, d'où le nom basque. Mais voilà. Et donc ça, on arrive. BILTOKI, si vous le cherchez. Il y en a une à Paris. Il y en a une ici. Mais ils en ouvrent une autre là bientôt, pas très loin. Mais donc 2/3 du business français qui représente 1/3 du total. Donc 1/3, on va dire 1 million cette année en objectif. Les 2/3, ça fait 600 000 en direct. C'est ça. Et ça représente combien de points d'écoulement, de points de vente? Environ 500 sur la France. C'est un gros travail, c'est assez dans l'équipe de votre directrice commerciale. C'est ça. Elle dort plus. Elle dort plus trop. Elle dort plus, mais après, du coup, ça alimentera la question que je te poserai un peu plus tard sur comment est-ce qu'on se passe les commandes. On va y aller. Donc, non, c'est difficile d'assumer cette croissance quand même. Donc, là, aujourd'hui, la personne qui gère la France, elle a une ADV qui l'aide, surtout la partie administration. Et on cherche à recruter... ADV, administration des ventes. On cherche à recruter aussi notre commercial sur la France pour venir les dynamiser. Parce que avoir un agent, c'est bien, mais il faut aller tourner 2-3 fois avec lui par an, être avec lui présent pour rabâcher les messages. Aubert et Mathieu, c'est ça, il faut le vendre comme ça, à cet endroit. Faire du conseil chez les clients finaux, chez les restaurateurs, les cavistes. Comment tu peux y aller, ça, ton agent commercial, il t'en empêche pas? On y va avec lui en général. Tu peux y aller sans? On peut y aller sans, il faut le prévenir, il n'y a pas de... mais parce que l'agent commercial, sa zone, elle est à lui. En théorie, j'ai pas à y toucher. Nous, on est dans une construction commune, elle a la logique là. Si tu vas sur des points de vente expliquer ton vin pour que lui fasse de plus de ventes, tant mieux, tout le monde est gagnant. Exactement. C'est ça. Okay. Exactement. Et mais bon, elle peut pas être partout. Il y a 20 agents, 20 fois 2 fois 2, ça veut dire qu'elle se déplace 40 fois, plus aller voir ses clients à elle, qu'elle gère en direct. Ça devient ingérable. Tu m'as dit quoi? À peu près 500 clients en direct pour les 2/3 du chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Ouais, et sur les 500, il y a une vingtaine de gros. Ouais. Il y a le top 20. Non, mais c'est quand même énorme de travail. Et comment passe-t-il commande? Alors, c'est un peu à l'ancienne dans le monde du vin. Souvent, en restauration, vous recevez un texto à 23h, envoie-moi 10 cartons de ça. Donc, c'est à vous de le facturer et le rentrer dans le logiciel, chez le logisticien pour qu'il expédie. Chez les sociétés un peu plus structurées, on va recevoir un email, voire une bonne commande officielle par leur logiciel de gestion. C'est un petit peu compliqué, donc il faut qu'on s'améliore de ce niveau-là. Juste pour le cadrage, quel est le poids du B2C, du direct to consumer chez Aubert et Mathieu aujourd'hui? Moins de 5%. Moins de 5%, ok. Moins de 1%. Moins de 1. Moins de 1. Oui, donc rien. Sur Shopify, on fait 40 000 €. Oui. Bon, on y viendra, mais vous êtes passé sur Shopify depuis, et je vous posais justement la question quand on préparait l'entretien de pourquoi ne pas utiliser Shopify B2B sur le B2B, justement, qui représente donc 99% du CA et pas mal de commandes en France. Je comprends qu'à l'international, tu puisses t'en passer, mais en France, avec tes 20 agents commerciaux, les 20 gros clients et les 480 autres qui doivent passer commande par texto à 23h, envoie-moi 10 caisses, c'est un enjeu quand même. Donc vous êtes sur Shopify, vous êtes sur Sellsy pour la partie devis, facturation, CRM. Votre logisticien a son propre système. Exactement. Tu peux avoir plusieurs entrées, donc ça prend du temps. Il peut y avoir des erreurs aussi, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le secteur. Dans le secteur, je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne comme ça chez nous. Donc effectivement, bon déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en 6 ans, on est passé de Excel à celle-ci. Donc c'est magnifique.
Là, on a tout automatisé. D'ailleurs, on a récemment fait une formation chez celle-ci. Après, je pense que effectivement, l'étape supérieure, ça va être... nous, aujourd'hui, la logistique, ça devient un enjeu. C'est environ 5% du CA, la logistique. Que ça soit le stockage, la gestion, l'envoi. Je comprends pas. Le coût, la logistique, Ouais. c'est 5% du CA. Ouais. Ok, donc 150 000 euros à l'année, 12 000 euros par mois. Ok. Exactement. Donc effectivement, automatiser ce process-là, et après automatiser tout ce qui en sort du process, c'est-à-dire récupérer la vente, parce que on va en parler un peu, mais autant sur les petits clients, ça va, mais quand il y a un gros client qui ne paye pas ou qui met du temps à payer, plus de 60 jours, qu'il faut le relancer et tout ça, ben, ça impacte après tout ce qui en suit, notamment le BFR, la trésor. Donc effectivement, je pense qu'on a des leviers d'amélioration sur ça. Mais on regardera. De toute façon, sur Shopify, bon, pour la petite histoire, donc on était sur Squarespace. On a migré il y a un peu plus d'1 an et demi sur Shopify. On avait un thème un peu basique. En interne, hein, fait maison. Fait maison en interne, fait maison. On avait un thème un peu basique. On avait reçu une agence de Toulouse qui nous avait dit... elle nous avait fait une bonne réflexion, elle nous avait dit que notre image disruptive collait pas du tout avec notre site. Donc du coup, on a changé de thème et on a une personne en interne, Carla, qui a réussi à faire quelque chose de satisfaisant. Donc c'est très correct. Merci. Carla, Bravo, en Carla. alternance et qui a embauché à la fin de la période d'alternance. Et ben voilà, bravo histoire. Carla. Donc, Elle a montré pas de blanche, elle aussi. Voilà. donc voilà un peu le fonctionnement, et je pense qu'effectivement la prochaine étape, ça sera de faire mieux communiquer en tout cas les API entre elles, c'est-à-dire Shopify, peut-être celle-ci et le logisticien. Et pour, le logisticien, ouais. Ouais. Et sur la partie règlement, qui est quand même vendre c'est bien, mais récupérer l'argent c'est pas toujours simple. Souvent il y a des retards. Non, mais c'est plus facile d'engueuler ton distributeur, pas la SAQ peut-être, hein, mais un autre. Ah, c'est les pires. Ah ouais, c'est les pires. Non, mais je veux dire que 200 cafés, hôtels, restaurants, que Ouais. 200 CHR, en disant, mais souviens-toi, le texto, tu m'avais dit 10 cas, Ouais. tu les as reçus. Non, pour le coup, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que la SAQ, c'est notre plus gros client, c'est celui qui met le plus de temps à payer, mais l'avantage, c'est que comme c'est un état, on est sûr qu'on va être payé. Mais par contre... Mais tu sais pas quand. Exactement. Comment vous avez géré votre petit aparté, votre BFR dans cette période de croissance forte? On est en négatif depuis très longtemps. Voilà la réalité du quotidien. Non, il y a 2 ans et demi, on a fait appel au réseau Entreprendre pour un prêt d'honneur qui, à l'époque, a été couplé avec un prêt BPI. Donc, ça nous a permis d'aller chercher 5 000 euros de trésorerie. C'était une période où on est passé quand même de 650 000 euros à 1,4 million. Donc ça a été une période où il y a eu une forte tension au niveau de la trésor, au niveau des stocks, on a quasiment tout doublé. La chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas fait l'année qu'on escomptait l'année suivante. On est passé de 1,4 à 1,5, 1,6. Et en fait, le fait de pas trop accélérer cette année-là, ça nous a fait du bien quand même. Parce que ça nous a stabilisé. Ouais, ça nous a permis de stabiliser les stocks. Et là, on est reparti. On est reparti sur 2,1 millions. On espère faire 3 millions. Et l'avantage, c'est que maintenant, on a 3 banques. On a des découvertes autorisées assez importantes sur chacune. D'ailleurs, elles nous soutiennent et c'est super. On a mis en place du financement d'AI, donc du financement de facture ou jamais de la facture. Et je sais que pendant 30 jours ou 60 jours, je vais avoir l'argent. Donc ça me permet d'attendre que le client me paye. Et même s'il ne me paye pas, je sais que entre guillemets, j'ai plus que 10 ou 15 jours à supporter la trésor. Donc le fait de se financer, de toute façon, la finance, c'est une structure, c'est un des piliers de notre stratégie, c'est-à-dire que depuis le début, on ne se verse pas de dividendes, pas de fonds qui est rentré, donc tout l'argent qu'on gagne, il est réinjecté dans la croissance, et ce qui nous permet de financer en fait notre croissance, en plus de nos partenaires bancaires. Donc c'est vraiment un pilier important. Autofinancé depuis le tout début. Vous êtes tous les deux au capital ou il n'y a même pas eu Friends and Family, un peu de Business Angels au début? Les deux. Non, c'est 5 000 euros au début, 2 500 chacun, avec un caution perso pour ma part, et allez, c'est parti. Bah, c'est beau. Ouais, c'est sympa. Et alors, la levée de fonds, vous y pensez? Est-ce qu'il y en a besoin? On y pense, le sujet revient tous les ans sur la table. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? On arrive à avoir une croissance assez soutenue. Alors pardon, en fait ma question était débile. Je suis désolé, chères auditrices, chers auditeurs, ça m'arrive. J'aurais plutôt dire quel frein ou quelle friction vous ressentez aujourd'hui qui justifierait d'aller chercher de l'argent extérieur, de l'argent frais? Non, aujourd'hui la question, on a discuté un peu avant, c'est
c'est quoi la prochaine étape pour nous? Est-ce que c'est investir dans de l'hospitality pour faire vivre l'expérience Aubert et Mathieu? Et dans ce cas-là, il faut faire un hôtel 3-4 étoiles. Et donc là, il faut mettre un gros capital de départ avec la création d'un pôle hospitality, donc c'est-à-dire recruter du monde, découvrir un nouveau métier qui est nouveau parce qu'on n'est pas du milieu de l'autre. Métier complètement différent. Voilà. Mais par contre, là, on valorise le produit puisqu'on reçoit les clients chez nous, on les fait découvrir le terroir, on les fait découvrir la région, on met en avant le produit. Mais aujourd'hui, à notre niveau, on est trop petit, entre guillemets, pour faire ça. Donc, on est trop petit, on n'a pas les reins assez solides. Donc, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on se pose des questions, on regarde ce qui se fait. On essaye de consolider notre position chez les clients, on essaye d'aller gagner des parts de marché et un jour peut-être on ira, si on trouve le bon interlocuteur, peut-être que oui, on ira sur ce segment-là. D'ailleurs, qui fait partie de la chaîne de valeur normale. Quand on a commencé au début, on est monté au niveau de la chaîne de valeur. On est allé plutôt vers la production pour vraiment créer un réseau de vignerons partenaires. Ça, c'est fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller plus en aval. Mais le problème, c'est que voilà, on n'a pas les fonds. En amont, tu as aussi potentiellement l'achat d'un terroir. C'est pareil, là, ça revient sur la table tous les ans. Là, on a pris le temps de bien le faire en ce début d'année. On a vraiment mis tous les chiffres de qu'est-ce que ça coûte vraiment d'avoir un vignoble, un domaine. On n'est pas arrivé à être positif à la fin. On a retourné l'équation dans tous les sens. Aujourd'hui, je vais peut-être être un petit peu dur, mais pour acheter un domaine, un vignoble, il faut être déjà riche. Nous, il y a une blague dans le milieu du vin qui dit comment on fait une fortune dans le monde du vin. En commençant avec une fortune. Voilà. Avec une petite fortune. En fait, aujourd'hui, tous les vignerons qui ont souvent l'appareil productif ont souvent amorti l'appareil parce que ça vient de génération en génération. C'est la Xème génération. Et donc, du coup, elles ont déjà amorti elles ont juste du renouvellement à faire. Du renouvellement de tracteurs, de cuves et tout ça. Nous, aujourd'hui, si on voulait se lancer, il faudrait minimum 15 hectares, un appareil productif, une personne à la vigne. C'est un gouffre. Ouais, vous êtes un peu le marchand de pelle, en fait. Comme dans l'expression de la rue vers l'or, mais je trouve ça intéressant. Donc ça, c'est l'amont et l'aval. Alors c'est intéressant, vous avez parlé d'hospitality en anglais, comment on dit ça en français? Bref, hôtellerie. C'est un secteur qui vous fait de l'œil, qui vous intéresse? En fait, on a besoin de créer une expérience autour d'Aubert et Mathieu. Aujourd'hui, Aubert et Mathieu, c'est des bouteilles de vin qui sont distribuées dans 40 pays. Voilà, concrètement, c'est ça. C'est un bureau de 100 mètres carrés en centre-ville de Carcassonne qui est superbe, mais ça reste un bureau. C'est Clara. Voilà, c'est pas toute l'équipe. Voilà. On a besoin d'offrir plus parce que c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, ce côté expérientiel, comprendre et voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait vraiment. Donc, nous, on pense qu'on a besoin de montrer ça. Par quoi ça va passer? Est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que c'est de la restauration? Est-ce que c'est l'achat d'un domaine? Plus ça va, plus on se dit que c'est plutôt sur la restauration qu'il faut partir que l'achat de domaine, parce que bon, on est allé loin dans le process et c'est pas viable. Compliqué, ouais. La restauration, le frein, c'est qu'on n'est pas du tout du métier. L'hôtellerie, c'est la même chose. Et la logistique aussi, où aujourd'hui tout est externalisé sur la logistique. Est-ce que si on avait notre propre centre logistique, on gérerait mieux les commandes, les expéditions, on gagnerait du temps, la satisfaction client serait améliorée? C'est des pistes. On est encore petit aussi, il faut dire les vraies choses. On n'a pas de cash à brûler, clairement. 500 000 bouteilles, ça représente quoi parmi tous les Nous, si on prend tous les négociants du Languedoc, il y en a une cinquantaine, on fait partie du dernier quart. Il y a des très très gros, en fait. Ok. Et ça, c'est que le Languedoc. Qui sont installés depuis 100 ans. Okay. Pour te donner une idée, il y a un syndicat des négociants du Languedoc qui s'appelle l'UEVM. Depuis 2 ans, on est invité. Parce que justement, je pense qu'on amène un vin nouveau et tout ça. Et on représente, quand on est à la table avec les plus gros, on représente moins de 1% des volumes vendus. On est microscopique aujourd'hui. Donc après, 500 000 bouteilles, ça commence à être important. Mais pour aller sur de la logistique, il faut passer les 1 million. Où là, on peut avoir une personne en interne et gérer du pays, du Kéry, voilà. C'est marrant parce qu'on parle souvent d'expérience de marque, de storytelling dans le panier. Vous allez vers l'hôtellerie ou la restauration. Moi, mon réflexe aurait été de dire mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une boutique Aubert et Mathieu à Paris, à Toulouse, je sais pas où on peut vivre l'expérience, découvrir les vignes, ce qui se passe derrière. Enfin, tu vois, les négociants, on peut, les domaines. C'est aussi une piste ou pas?
Alors la première année, on avait une boutique dans la cité de Carcassonne, Ouais. donc, qui est un des principaux monuments en France. Il y a plus d'1 million de personnes qui viennent visiter tous les ans. Ça a été un bid monumental. Où l'idée venait de moi d'ailleurs. Mais j'étais contre, donc, parce que historiquement, moi j'ai des magasins Allez. physiques et je sais la difficulté Les comptes se règlent. qui est. Non, pas du tout, parce que en fait, Anthony, il a passé tout son été à faire du 8h, 20h, ouverture dans la cité, et je crois qu'on a fait 10 000 € sur les 2 mois. Ah, c'est ridicule. C'était- Non, on s'est planté Et là, complètement. pourquoi Se tromper de cible. Les gens qui viennent visiter ce monument viennent en famille pour manger une crêpe et acheter des épées ou des casques de chevalier. Pas du Pour tout. partir avec une Pas, bouteille de pas bière. du tout pour partir avec une bouteille de vin. Donc c'est là où on a appris. Mais, Ok, c'était Carcassonne, mais t'as Toulouse, qui est l'une Non, des mais plus ça- grandes villes de France. T'as Paris. le top, hier j'étais à Charles de Gaulle, il y a un nouveau concept qui vient de se faire, par exemple, qui s'appelle les caves particulières, où je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le groupe LVMH, où ils ont toutes leurs marques de champagne réunies dans un endroit. Le concept est magnifique. Donc il y a Krug, il y a Dompé, il y a Moët. Mais je pense que pour faire ça avec nous, quasiment une vingtaine de produits, il faut avoir. Alors, soit il faut avoir des marques qui portent, mais qui ont une résonance, et être dans des endroits comme du retail, comme le travel retail ou avec les aéroports, mais les places elles sont ultra chères. Enfin, donc on essaye de. On essaye de rentrer sur le travel retail, parce qu'on sait que même si on gagne très peu d'argent, il y a une visibilité qui est énorme. C'est-à-dire que tous les voyageurs qui viennent, ils se disent waouh, Aubert et Mathieu, c'est à l'aéroport de Toulouse, c'est à l'aéroport de Paris. Mais aujourd'hui, les places sont très chères. sont très chères. On a parlé aussi, on va peut-être finir là-dessus, on a parlé aussi d'IA. Ouais. Vous avez utilisé l'IA pour créer un vin depuis qu'on s'est vu. Oui, il y a 2 ans et demi. Qu'est- L'idée est d'ailleurs ça- venue au Canada. Ouais, l'histoire, c'est qu'on était bloqué à l'aéroport de Toronto pour aller à Montréal. Et En revenant de la SAC, Non, non, en allant. en y allant. Pourquoi t'es bloqué? Ah oui, neige ou... Oui, un petit Ouais. problème. Et en fait, c'était le début de ChatGPT, et je commençais à discuter avec. Et au début, je lui ai demandé de créer un peu comme des Disney, c'est-à-dire que de fabuler sur des Disney, sur des trucs. Et donc, j'ai vu qu'en fait, il avait un pouvoir de création assez impressionnant. Et j'ai dit à Anthony, mais ça serait énorme qu'on lui dise de créer un vin de A à Z, c'est-à-dire qu'on lui dit les cépages qu'on a, et il nous dit comment le vinifier et l'assembler. Et après, il nous fait tout le descriptif de communication et le plan marketing. Il nous donne le prix, le nom, l'étiquette, et on le balance. Il me dit, écoute, charge-toi du prompt, et moi je fais le reste. Donc effectivement, on a fait le prompt, donc on l'a guidé, on lui a dit, bon voilà, on avait du Syrah, de la Grenache, donne-moi les assemblages, les pourcentages, tout ça. Et on a lancé ça. Pendant 6 mois, il s'est rien passé sur ça. C'est lequel? Je le trouve. Il existe? Il y est plus. Il En est fait, plus, oui. il a été en édition limitée, 600 bouteilles vendues. On a suivi ce que ChatGPT nous a dit. Donc une édition limitée, 600 bouteilles vendues exclusivement sur notre site web. Au prix, je crois que c'était 60 €. Donc nous, on a dit 60 €, c'est un peu cher. Donc on l'a mis à 29,90. Et les 600 bouteilles se sont vendues. Il s'appelait comment? The End. Comme la fin? Oui, exactement. Ok. C'est un peu ironique. C'est pour dire c'est la fin, mais c'est pas la fin. L'IA, nous, ce qu'on dit, on le voit comme un assistant au quotidien. Je pense que soit nous ou nos sales, tout le monde utilise ChatGPT chez Aubert et Mathieu quasiment tous les jours, où on voit ChatGPT comme un assistant. On va lui demander son avis. C'est bien, c'est pas bien, il faut pas tout prendre. On est français, maintenant on utilise Mistral. Mais Le chat. et en fait, du coup, pour les 1 an de ChatGPT, il y a une news qui est sortie, et on a été invité chez BFM Business, du coup, pour parler de ça. Et après, et en fait, suite à cet événement, la mayonnaise a pris un peu. On avait été conviés au sommet de l'IA à Cannes pour parler d'intelligence artificielle après Microsoft. Donc les mecs devaient rigoler. Mais voilà, l'aventure, en fait, je pense que beaucoup y ont pensé. Mais nous, la différence, c'est que on n'a pas eu de frein, et on n'a pas eu l'héritage de se dire on le fait pas. On s'est dit bon, vas-y, on se lance, on le fait. On a eu d'assez bons retours. Il y en a qui nous demandent s'il va y avoir une version 2 de ChatGPT. Pour l'instant, bon, on n'est pas persuadé, mais bon. Donc, vous avez suivi les instructions données? Oui. Et alors, c'était bon? Bien sûr. Oui, c'était bon. C'était bon. Après, la touche finale, c'est nous qui la mettons, donc on va pas faire quelque chose de mauvais au final dans la bouteille. Ouais. Quand il vous dit mettre 60% de Syrah vinifié de cette façon, nanana, bon, on sait que ce qu'on met dans la bouteille, c'est bon, donc ça va faire un produit qui est bon.
Aujourd'hui, ChatGPT, ou enfin l'IA en général, il y a beaucoup de modèles applicatifs sur la production, sur mieux gérer son vignoble, ses vinifications qui sont mises en place. C'est des vrais outils qui aident les agriculteurs au quotidien. Donc il y a encore cette réticence du monde du vin qui est parfois un petit peu traditionnel, mais petit à petit, on y va. Il y a différentes associations comme la WineTech en France qui poussent tout ça. Et ça va dans le bon sens et ça nous aide. Il faut savoir que les agriculteurs sont souvent les pionniers en termes d'IA, en termes d'outils applicatifs. Sur les personnes qui ont des énormes... Je ne parle pas simplement des viticulteurs, mais moi j'ai de la famille qui est dans le monde agricole, et souvent c'est en termes de gestion, de prévision de la météo, tout ça, c'est les premiers avec les tracteurs à utiliser des outils qui utilisent l'IA intégrée dans le matériel industriel ou agricole. Mais là, sur cet événement-là, là où c'est très fort, c'était pas sur la partie prod, c'était sur la partie vraiment marketing, parce que niveau marketing, il nous avait sorti un plan assez détaillé, avec un nom, une image, et ça, je veux dire, pour le mec qui n'a pas de formation en marketing, il vaut mieux faire appel à ChatGPT et que ça soit lambda, mais ça va être correct, plutôt que le faire des fois maison et que ça soit mal fait. Et c'est pour ça qu'il y a des acteurs aussi qui existent, comme des agences comme la tienne, où là c'est du cousu humain, et là on est vraiment sur du détail. Mais si le mec n'a pas le budget pour faire ça, il vaut mieux qu'il le fasse faire via une IA plutôt que le faire maison où il ne va pas savoir utiliser les outils. Oui, et une erreur que je vois souvent répétée chez les entrepreneurs qu'on rencontre ou qu'on accompagne, c'est que quelqu'un qui a un profil commercial va prendre un stagiaire ou un alternant parce que c'est pas cher en tech, ou inversement, alors qu'en général, un stagiaire ou un alternant, il a besoin d'apprendre avec quelqu'un d'expérimenté qui va le tirer vers le haut. Voilà. Et là, l'erreur entre une IA pour... Imaginez ton plan marketing pour ton vin The End versus je sais pas, un stagiaire ou un alternant qui n'y connaît pas grand-chose et qui ne sera pas accompagné en interne et tiré vers le haut en interne, ça a du sens. Attends, juste ce que je retiens, c'est donc vous avez fait un truc rigolo, mais ça vous a donné une belle exposition. Donc à un moment où vous avez aussi saucé le truc pour que la presse s'en empare et en faire parler. C'est ça. Donc, on a vraiment suivi ce que ChatGPT avait dit. Il nous a créé un communiqué de presse qu'on a envoyé à notre petit listing de journalistes en France et en Europe. Certains ont pris au début, mais c'est marrant parce qu'il y a eu, au début, quand on l'a lancé, on a eu quelques retombées, puis plus rien pendant 6 mois. Et puis BFM Business s'est emparé du sujet. Et là, on a été relayé partout en Europe. On est allé faire des conférences en Allemagne. Enfin, c'était assez dingue comme expérience. Ok, intéressant. C'est un coup de buzz à 0 €, il faut dire ce qui est, qui nous a aidés, qui nous a permis d'être identifiés. J'étais la semaine dernière en call avec un de nos futurs clients au Vietnam et Singapour. Il nous a connus via ça. Il a vu un article passer sur les Français qui ont fait du vin avec ChatGPT. ça ouvre des portes. J'ai zappé une question que j'avais un peu plus haut et on va terminer là-dessus, je pense. Je voulais parler de plateformes de distribution comme VP ou encore Store. Quand on avait enregistré en 2022, vous m'aviez dit avoir fait un test avec VP. Est-ce que vous avez prolongé ? Vous l'avez refait ? On a travaillé avec VP à nos débuts. Aujourd'hui, on a cessé de travailler avec VP car ça met un peu la pagaille dans nos autres réseaux de distribution. Ah, intéressant. Parce que VP casse un petit peu les prix, c'est leur stratégie d'avoir des prix très agressifs. Sauf que quand mon caviste de Limoges voit que la bouteille que lui vend à 15 €, elle est à 12 € sur VP, il m'appelle et il n'est pas content. Ce qui est normal. Et ça, quand il y en a 100 qui vous appellent, vous vous dites, bon, je suis en train de faire des bêtises là, il faudrait que j'arrête. À savoir qu'au début, quand on a démarré, c'était bien de travailler avec VP, ça permet d'avoir une certaine exposition et du chiffre d'affaires. De se faire connaître et du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de ça. Avec des guillemets, hein, c'est une super plateforme. Hein. VP, on n'est pas en train de la dénigrer. Mais c'est plus adapté à ce que nous, on veut faire aujourd'hui. Oui, puis quand tu es à 99% B2B, je comprends que c'est... Non, et surtout que les premières années, on s'est pas mal cherché quand même. Hein. On a fait pas mal de tests. C'est comme ça qu'on apprend. Tu testes, tu vois si ça marche pas. Tu vois les réactions de tes clients, des parties prenantes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas... C'est un peu comme la grande distribution. On n'est pas câblé pour faire du VP. Ok, compris. Et encore Store ? Encore Store, on travaille un petit peu avec eux. Ça en reste, B2B, du coup. Que du B2B, ouais. Ça reste relativement faible. On n'a pas de volonté de trop le pousser parce qu'on ne maîtrise pas trop son réseau de distribution en fait, en passant par Encore Store. Ouais, et j'ai du mal à imaginer, parce que je me suis jamais posé la question, et je l'ai jamais posé, mais si Encore Store vend à un point de vente qui est sur le réseau d'un agent, sur la zone, pardon, d'un agent, qu'est-ce qui se passe ? On ferme les yeux.
En espérant que l'agent aussi ferme les yeux. Ouais, non, mais je comprends. C'est vraiment tout petit encore, Store. Okay. On parle de 10 ou 15 000 euros l'année dernière chez nous. C'est vraiment tout petit. Ils vendent partout en Europe d'ailleurs. Donc des fois, on retrouve du vin à des endroits où le distributeur nous envoie un email. C'est normal que vous ayez un client là qui n'est pas de chez nous. Écoute, je maîtrise pas tout. Voilà comment on joue aujourd'hui. On a fait le tour, je crois. Est-ce qu'il y a encore des sujets qu'est-ce que vous avez appris en 2 ans ou qu'est-ce que vous auriez pu apprendre donc qu'on n'aurait pas abordé là La patience. Je pense que c'est une des premières qualités de l'entrepreneur. Il faut être patient. Parce qu'on veut toujours grandir, aller vite, mais même des fois, par exemple, on est sur Paris pendant 3 jours avec Jean-Charles. Ça nous permet de nous retrouver tous les deux. Parce qu'on est un couple, on est un couple entrepreneurial. De se reposer sur ce qu'on a fait en 6 ans, où on veut aller plus tard, ça fait du bien aussi. Sortir un peu la tête du guidon parce que on se fait avaler par la croissance et on se fait avaler par le quotidien. Je pense prendre un petit peu de recul de temps en temps, voir ce qui a été accompli, où est-ce qu'on veut aller, comment on fait, ça fait du bien. Ouais, sortir la tête du guidon et s'éloigner de l'opérationnel pour se retrouver, c'est pas mal. Vous bossez physiquement au même endroit ? Oui. Ok. Tous les jours, parce que tu me disais que tu avais d'autres, toi Jean-Charles, c'est familial, c'est ça, c'est pas le... On mange quasiment tous les jours ensemble avec Anthony. Donc tous les midis. Mais effectivement, le fait de... En fait, là, on a fait un voyage à Paris pendant 3 jours. Et ce genre de petite escapade à 2 en amoureux, on le faisait à l'époque. Et c'est vrai qu'on se disait où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et ça permet de faire des points d'étape sur remettre un peu les bases, rester humble. Ça, c'est important parce que ça peut vite monter à la tête. Et la chance qu'on a, c'est que je pense que tu reçois beaucoup de gens qui sont en binôme ou en partenariat. La chance qu'on a, c'est qu'en 6 ans, il n'y a jamais eu d'embrouille, il n'y a jamais eu de problème d'argent, il n'y a jamais eu de problème d'ego, il n'y a jamais eu de problème, tu fais plus de LinkedIn que moi, de likes, de trucs. Et ça, je pense que se mettre au service du collectif, c'est une des valeurs clés de la réussite. Parce qu'effectivement, il y a les valeurs qu'on porte et tout ça, mais il y a les gens qui portent les valeurs et comment ils s'entendent. Donc voilà, ça, je pense que ça fait partie des choses qu'on a appris. Après, j'espère qu'on va continuer à aller dans le bon sens parce que, mine de rien, on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs. Donc, on essaye de faire des erreurs, de faire des tests, mais vraiment, vraiment à la marge. Ouais, des tests avec l'IA pour créer un vin, c'est quand même assez original. Jean-Charles Mathieu et Anthony Aubert, les fondateurs de Aubert et Mathieu, que vous retrouvez sur Aubert et Mathieu tout attaché, un seul T à Mathieu.com et dans plus de 500 points de vente, voire plus en France. Merci Laurent. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci.